Kenya, le président français Emmanuel Macron, qui participait au One Planet Summit, a appelé à un nouveau partenariat avec l'Afrique et le continent a placé l'environnement au cœur de l'économie. En Guinée-Bissau, une cargaison record de quelques 800 kg de cocaïne saisie le 9 mars dernier dans la capitale Bissau a été incinérée. C'était en présence des membres du gouvernement, dont le Premier ministre Aristide Gomez. Et puis, la ville côtière mozambicaine de Beira et sa région ont été sévèrement touchées par le passage du cyclone tropical Idai, et ce quelques jours à peine après des pluies diluviennes qui avaient fait plus de 60 morts. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Au Kenya, le président français Emmanuel Macron, qui participait au One Planet Summit, a défendu la place singulière que la France veut occuper dans la région de l'Afrique de l'Est, courtisée par les grandes puissances. Entre plaidoyer pour le climat, alternative aux investissements chinois et partenariats universitaires, le chef de l'État français n'a pas manqué de passer à l'offensive face aux intérêts de la Chine. Reportage. Au terme d'un périple de 3 jours qui l'a conduit à Djibouti, Addis Abeba et Nairobi, le président français a co-présidé ce jeudi le One Planet Summit et appelé à placer l'environnement au cœur des choix économiques. Je crois que lorsqu'on examine attentivement le continent avec les énergies renouvelables et les solutions environnementales, la croissance et la nouvelle Afrique numérique, le développement d'une nouvelle agriculture, la recherche de solutions en matière de santé et d'éducation et bien d'autres choses, on se rend compte qu'il y a beaucoup de solutions ici en Afrique. Outre son engagement pour le climat, le président Emmanuel Macron a émis la promesse de partenariats respectueux avec les pays de la région, contrairement à ceux qui menaceraient la souveraineté des États, une critique aux investissements chinois à grande échelle en Afrique de l'Est. Ce que je veux construire maintenant, c'est un nouveau partenariat avec l'Afrique. Si vous me posez des questions sur ce que je rêverais de construire, ce serait un nouveau partenariat équilibré avec l'Afrique sur l'économie, l'éducation, la culture et la santé. La Chine finance de grands projets d'infrastructure en obtenant en contrepartie une influence prépondérante dans les futurs équipements et même la possibilité à terme de prendre le contrôle de ports, voies ferrées, autoroutes. Pour Emmanuel Macron, c'est une bonne chose que la Chine participe au développement de nombreux pays, mais il a mis l'accent sur le respect des souverainetés et des peuples. Ce jeudi, il a formulé une nouvelle attaque voilée lors du One Planet Summit, s'en prenant aux centrales à charbon construites par la Chine en Afrique, à 10 jours de la visite en France du président chinois Xi Jinping. En Guinée-Bissau, une cargaison record de quelques 800 kg de cocaïne saisie le 9 mars dernier dans la capitale Bissau a été incinérée. C'était en présence des membres du gouvernement, dont le Premier ministre Aristide Gomez et de quelques responsables de l'ONU. On fait le point à travers ces images. L'instabilité et la précarité en Guinée-Bissau a favorisé l'implantation de narcotrafiquants utilisant son territoire comme zone de transit de la cocaïne entre l'Amérique latine et l'Europe sous la protection de hauts gradés. Jeudi, une cargaison record de quelques 800 kg de cocaïne saisie le 9 mars à Bissau a été incinérée lors de la cérémonie en présence d'agents d'Interpol, de militaires, de la force ouest-africaine ECOMIB et de membres du gouvernement. C'est un combat vital, c'est un combat pour défendre les institutions, pour défendre la République, pour défendre nos populations et pour créer des conditions pour que des investisseurs puissent être encouragés à investir dans notre pays. Nous sommes dans un contexte tellement compliqué, vous savez, pour combattre un crime globalisé, transnational, c'est difficile. Ça demande aussi la coopération internationale, que ce soit efficace. Et on va renforcer la formation aussi et des moyens pour se combattre. Ces quelques 800 kg de cocaïne ont été saisis à la veille des élections législatives du dimanche dernier à la sortie nord de la capitale dans un camion frigorifique de poissons immatriculés au Sénégal destiné à transiter par le nord du Mali. 4 suspects, 2 Nigériens, un Sénégalais et un Bissau-Guinéen ont été arrêtés, tandis qu'un capitaine de l'armée bissau-guinéenne et 2 Maliens étaient toujours recherchés.
L'un des deux Nigériens arrêtés est un collaborateur du président de l'Assemblée nationale du Niger et le Sénégalais, le chauffeur du camion. Il s'agit de la plus grande saisie de ce type depuis celle de quelques 700 kg de cocaïne pure dans une villa à la périphérie de Bissau en 2007. La ville côtière mozambicaine de Beira et sa région ont été sévèrement touchées par le passage du cyclone tropical Idai, et ce quelques jours à peine après des pluies diluviennes qui avaient déjà fait plus de 60 morts dans le pays. Reportage. La ville mozambicaine de Beira était coupée du monde ce vendredi matin après le passage dans la nuit du cyclone tropical Idai qui a provoqué d'importants dégâts selon une première évaluation des autorités locales. Ce n'était pas une tempête de type tsunami, mais Beira a été sévèrement touchée. Nous n'avons plus aucune communication avec Beira. Il y a des maisons détruites, des arbres et des poteaux arrachés, a déclaré, sous couvert de l'anonymat, un responsable de l'Institut national de gestion des catastrophes. Le cyclone tropical Idai a frappé ce jeudi soir Beira, l'une des plus importantes villes du Mozambique, avec 500 000 habitants, avec des vents de 180 à 190 km/h. En prévision de son arrivée, les autorités de Maputo avaient placé la région en alerte rouge et ordonné le déplacement des populations les plus menacées. La plupart des vols intérieurs ont été également annulés ce jeudi. Depuis le début du mois, le système dépressionnaire qui est associé au cyclone Idai a noyé le Mozambique sous des pluies diluviennes qui ont déjà fait, selon les autorités locales, au moins 66 morts, plus de 17 000 déplacés et plus de 140 000 sinistrés dans le centre et le nord du pays. La protection des enfants migrants sur le long du corridor Abidjan-Lagos préoccupe l'organisation internationale non gouvernementale Terre des Hommes et ses partenaires nationaux qui ont initié un projet de renforcement des compétences des gardes frontières et acteurs communautaires financés par l'Union européenne. Ferdinand Gadé, notre correspondant à Lomé pour le reportage. Le Togo et le Ghana, à travers leur garde frontière d'Aflao, composé des agents des forces de l'ordre, de la douane et du comité des syndicats des transporteurs routiers, se préoccupent de la question des enfants migrants. Ces acteurs sont réunis à Lomé pour une séance de renforcement des compétences pour mieux accompagner les enfants migrants. C'est un travail de synergie. Donc l'objectif ici est de voir dans quelle mesure renforcer la complémentarité et la synergie dans la collaboration entre ces différents acteurs qui interviennent au niveau des frontières pour l'accompagnement de ces enfants-là. L'organisation non gouvernementale Terre des Hommes, en initiant le projet de protection des enfants migrants le long du corridor Abidjan-Lagos, vise des objectifs précis. Normalement, ce projet, comme on l'a dit dans notre discours, le projet n'encourage pas la migration des enfants, loin de là. Mais dans le cas où la migration doit se faire, comment faire en sorte pour sécuriser la migration de l'enfant. C'est ce à quoi le projet s'attelle pour que l'enfant soit protégé dans sa zone d'origine, de transit, de destination. Et que durant son parcours migratoire, l'enfant puisse avoir accès aux mécanismes de protection grâce à la complémentarité et à la synergie des actions entre les acteurs formels et non formels. 5000 enfants migrants sont déjà identifiés dans la ville de Lomé, précisément au Grand Marché et quelques localités environnantes de la capitale togolaise par Terre des Hommes en 21 mois environ de mise en œuvre du projet. Au Gabon, de nombreuses personnes accusent les autorités de refuser de constater la vacance du pouvoir. La Cour constitutionnelle gabonaise a dans ce cadre dénoncé une cabale menée à son encontre. Plus de précisions à travers cet élément. L'absence du président Ali Bongo Ondimba se fait longue. Le chef de l'État est hors du pays depuis octobre. Depuis 4 mois, l'opposition a plusieurs fois appelé les autorités à saisir la Cour afin qu'elle déclare une vacance de pouvoir en l'absence du président Bongo en convalescence au Maroc après un accident vasculaire cérébral survenu à Riyad le 24 octobre. Fin février, 10 personnalités politiques, syndicales et de la société civile ont lancé un ultimatum au pouvoir fixé au 31 mars pour déclarer la vacance du pouvoir, appelant à agir pacifiquement si celle-ci n'est pas déclarée. D'après les membres de la Cour,
Cette démarche de déstabilisation se caractérise par des critiques acerbes, virulentes et outrageantes par ceux qui accusent l'institution de refuser de constater la vacance du pouvoir. En cas de vacance, le président du Sénat doit assurer un intérim jusqu'à l'organisation d'une élection présidentielle dans un délai maximum de 60 jours. Cette modification permet que certaines fonctions puissent être exercées selon le cas, soit par le vice-président de la République, soit par le Premier ministre, en cas d'indisponibilité temporaire du chef de l'État. Au Venezuela, plus de 500 commerces ont été pillés dans la région pétrolière de Maracaibo, dans l'ouest du pays, pendant la méga panne de courant. CSK a dénoncé mercredi l'association des commerçants qui a demandé aux autorités de rétablir l'ordre. Dans un communiqué, le Conseil national du commerce et des services a regretté l'impunité avec laquelle les groupes d'individus profitant de la crise électrique ont détruit les installations du principal centre commercial de Maracaibo et de 500 autres établissements. D'autres pillages ont été signalés ponctuellement dans quelques magasins de Caracas, mais sans comparaison avec les vagues de pillages enregistrées à Maracaibo. La foule a même démonté les réfrigérateurs pour en emporter des pièces. Vous regardez la ville et vous avez l'impression qu'il y a eu la guerre. Vous voyez des gens qui se promènent ici et là, essayant de voir où ils peuvent trouver quelque chose à manger. Tout est encore fermé, il y a la faim. Mais ils ne devraient pas détruire les choses. Parce que s'ils détruisent les choses, où allons-nous? Nous sommes tous partis en courant et nous sommes restés dans la salle de sécurité. Avec les caméras, nous avons commencé à voir tout le saccage que les gens faisaient. En réalité, je pense qu'il y a la faim, mais au-delà de ça, c'était avant tout du vandalisme. Le courant revient progressivement à la normale depuis ce mardi à Caracas et dans la plupart des États. Mais il reste intermittent dans les régions occidentales comme l'État de Zulia, dont Maracaibo est la capitale, Táchira, Mérida et Barinas. Selon l'Institut d'analyse économique Ecoanalytica, la panne de courant qui a duré 6 jours a coûté quelques 875 millions de dollars au pays. Le président Nicolás Maduro accuse les États-Unis d'avoir conduit une attaque cybernétique contre la principale centrale du pays. Pour Juan Guaidó, c'est la négligence et la corruption du gouvernement qui sont responsables de ce fiasco. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.